Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui est dédié à l'alimentation aujourd'hui, avec la thématique et un titre Booster naturellement le système immunitaire de nos enfants. Je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable du programme La santé de votre enfant et je suis accompagné aujourd'hui pour Pichon-Braillon qui va passer cette heure avec nous et nous faire découvrir plein de choses. La santé de l'enfant, c'est l'un de nos 3 grands programmes de prévention dédiés aux parents d'enfants, de la naissance jusqu'à l'âge de 17 ans. Les 2 autres programmes sont consacrés aux adhérents à partir de 50 ans, ça s'appelle Demain s'invente aujourd'hui, et à la santé féminine, qui est le programme Prenons soin des femmes. Vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je passe à l'élément suivant, qui est qu'on a un programme, qui est le programme La santé de votre enfant, avec une série de webinaires. Donc là, je vous mets les prochains webinaires qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année. Donc, un qui sera dédié à la fragilité des adolescents et des familles face à toutes, aux premières fois et notamment aux addictions, 14 novembre. La gestion du stress, parce que quand on est parent, parfois, on est un peu stressé. Et donc, comment gérer au mieux son stress, ça sera fin novembre. Je crois qu'on aura un autre webinaire, ça sera le 10 décembre, il n'est pas affiché ici, mais vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez. Et puis, 19 décembre, avant Noël, un temps de respiration calme et joyeux, tout en détente avant les vacances, cette période de fête. Je vais passer tout de suite la main et la parole à Tennessee. Tennessee, je vous en prie, c'est à vous. Merci, bienvenue à tous et bravo de prendre ce temps sur votre pause déjeuner. Hein, on sait que tout le monde court, donc là c'est pour la santé de vos enfants et du coup par extension pour la vôtre. Du coup, moi je me présente, je suis Tennessee, je suis naturopathe spécialisée famille et enfants. Et mon parcours est que j'étais en entreprise dans le retail en tant que formatrice et donc je créais et je donnais des formations auprès des forces de vente, hein, au sujet des collections et des techniques de vente. Et puis, une fois que je suis tombée enceinte, bien beaucoup de choses ont changé et je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, j'ai voulu réaligner mes valeurs et mes priorités. Et donc, j'ai fait une formation en naturopathie. Et lorsque j'ai eu mes enfants, donc ils ont 15 mois d'écart, et j'ai été confrontée à des otites à répétition pour les deux. Et j'avais beau potasser tout ce que je savais, ça ne répondait pas aux problématiques de mes enfants. Et tout ça parce que j'ai compris que finalement, ce n'était pas un adulte en devenir, mais bien un être à part entière. Et donc, j'ai fait une spécialisation enfant. Donc, me voici devant vous et ça va me permettre de vous parler de comment booster le système immunitaire des enfants par l'alimentation. Donc, moi, je veux bien savoir quels sont l'âge de vos enfants. Est-ce que vous en avez un ou plusieurs? Quels âges ils ont? Et peut-être en une phrase, vos attentes quant à ce webinaire. De cette façon, le petit temps que je réserve à la fin pour les questions-réponses, si jamais il n'y a pas de questions, que tout a été super clair, j'en profiterai pour rebondir sur vos attentes et peut-être compléter si ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas. Moi, je ne sais pas si je vois le chat. Voilà, super. Comme ça, je vous vois. Enfin, je vois vos réponses, pas vous. Donc, tout simplement, le plan ici, c'est pour tout simplement vous dire que c'est un petit peu chargé. Donc, je vais essayer de bien tenir les 45 minutes, voire 50, pour avoir un temps d'échange avec vous. Je vais quand même vous expliquer au tout début ce qu'est le système immunitaire, parce que ça pourra vous permettre de comprendre en quoi l'alimentation a un impact très fort sur le système immunitaire. Donc, qu'est-ce que c'est? Le système immunitaire, il y en a deux. Il y a le système immunitaire inné, donc comme son nom l'indique, on l'a quand on arrive au monde, et le système adaptatif, qui, lui, va se forger au fur et à mesure jusqu'aux 7-8 ans de l'enfant, où il vient à maturité.
Hop. Donc le système immunitaire inné, donc j'ai choisi ces images parce qu'il est tout à fait lié à la santé de la maman. Donc c'est pas pour vous faire pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est tout simplement pour vous dire à quel point le système immunitaire inné de l'enfant est lié à la santé de vous, les mamans, et ça dès la préconception. Et j'ajouterais même que c'est lié à la santé du papa, puisque ce sont aussi les gamètes, donc les spermatozoïdes, qui vont entrer en jeu dans cette conception, et qu'on rappelle que ça met 3 mois finalement à ce que les spermatozoïdes se forment, et donc on a une latence de 3 mois pour faire un bébé. C'est pourquoi on insiste énormément en naturopathie sur la prévention, et donc l'idéal c'est de se faire accompagner 6 mois avant l'essai bébé pour avoir le temps d'apporter tout ce qui est nécessaire à la bonne santé de la maman et donc du papa, messieurs. Donc pourquoi c'est aussi important la santé de la maman? Parce que c'est elle qui va protéger grâce à son système immunitaire le bébé. Donc son équilibre alimentaire, son équilibre émotionnel fera qu'on a un système immunitaire plus ou moins costaud dès le départ dans la vie. Et on a aussi un enjeu lors de l'accouchement. Donc ça, c'est l'enjeu grossesse. Donc on a vu l'enjeu préconception, on a l'enjeu grossesse, et puis on a l'enjeu accouchement, puisque selon que l'accouchement a été hyper médicalisé ou non, s'il a été par voie basse ou par césarienne, eh bien on aura un impact sur le système immunitaire. Et j'ai l'habitude d'utiliser cette image parce que là encore, eh ben, nous ne sommes pas égaux et nous allons venir au monde peut-être avec une Dodoche ou une Ferrari ou plein d'autres entre les deux, mais j'imagine que vous comprenez l'image. C'est que nous ne sommes pas égaux. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que selon comment on va conduire notre véhicule, selon l'hygiène de vie qu'on va avoir, l'alimentation qu'on va avoir, eh bien, on va pouvoir ménager sa monture, et donc on ira très loin, on fera des bornes et des bornes avec une Dodoche, et si on brûle la chandelle par les deux bouts, eh bien, on peut très bien plier sa Ferrari très vite. Donc oui, il y a une part innée, mais il y a après une part de ce qu'on en fait. Donc voici la deuxième partie de ce système immunitaire qui est donc adaptatif. Comme son nom l'indique, il va s'adapter. Et c'est un système intelligent qu'on va essayer de faire maturer jusqu'aux 7, 8, 9 ans de l'enfant. Et il va donc s'adapter. C'est des cellules, des lymphocytes qui vont comprendre quel est le virus, la bactérie, et qui va noter, qui va prendre des notes, qui va apprendre plein de choses sur son agresseur, et qui va enregistrer toutes ces données. C'est ce que le système inné ne fait pas, le système adaptatif, lui, le fait, il enregistre des données. C'est pourquoi il est ultra important de le développer, puisque c'est ce qui fera notre immunité pour le reste de notre vie. Et donc, si vous comprenez ça et que vous comprenez qu'il y a maturation autour des 7-8 ans de l'enfant, eh ben on a tout intérêt à faire en sorte que l'environnement le challenge. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à le faire rentrer en contact avec son environnement. Donc, par exemple, tout à fait à la naissance, est-ce qu'on donne la tétée d'accueil? Est-ce qu'il y a un allaitement? Pour ce qui est de l'alimentation, un allaitement non écourté, est-ce qu'on a plutôt donné des préparations commerciales pour nourrissons? Ça va influer sur le système adaptatif. Quel est l'environnement familial de l'enfant? Donc, est-ce qu'on a tendance à avoir un excès d'hygiène à la maison? Est-ce qu'il y a des animaux ou pas à la maison? Est-ce qu'on est en ville ou plutôt à la campagne? Est-ce qu'on est entouré de perturbateurs endocriniens dans les meubles, les parfums d'ambiance, les textiles, les produits d'hygiène, les savons, la lessive, etc. Et quel est le climat familial? Parce que les émotions ont un impact également sur le système immunitaire.
Donc, je voulais tout simplement vous parler des études en 2015 qui ont montré que les enfants les plus robustes étaient ceux qui vivaient dans les fermes et dans les familles nombreuses, parce qu'ils sont notamment en contact avec beaucoup d'agents pathogènes, et ça fait des enfants bien moins allergiques. Et j'aime bien alors je ne sais plus qui était ce médecin, mais qui disait que le plus beau des cadeaux à faire à son enfant, c'était d'avant, au moment où il arrive dans notre maison pour la première fois, c'est de faire le ménage de partout dans la maison, prendre une grosse poignée dans le sac aspirateur et souffler au-dessus du berceau. Pour vous dire à quel point c'est une façon d'aider ces enfants, finalement, d'aider ce système adaptatif à comprendre ce qui se passe. Et ensuite, je voulais continuer sur le système adaptatif. Donc, le système adaptatif, la meilleure chose, c'est donc se frotter autour de soi aux problématiques. Et si j'ai un premier conseil à donner aux mamans qui sont allaitantes, après on parlera des autres, je vous promets, mais celles qui sont enceintes, qui souhaitent allaiter, ou celles qui allaitent, la meilleure des choses, quand on va confier son enfant dans un mode de garde quelconque, c'est de se frotter aux pathogènes environnants. Donc, quand vous récupérez votre enfant à la fin de la journée, l'embrasser de partout, lui embrasser les mains et de tirer votre lait pour le donner le lendemain à la crèche, à la nounou, etc. Pourquoi ? Parce que la maman va fabriquer des anticorps spécifiques aux antigènes présents dans le foyer infectieux à ce moment-là et donc va protéger son enfant. Donc, premier conseil, alimentation, système immunitaire, la maman et la protection lorsqu'elle allaite son enfant. Je voulais vous rappeler, parce que parfois on perd pied, le rhume, c'est tout à fait normal. Hein. Le rhume ou la rhinopharyngite, c'est la même chose. C'est tout à fait normal et on parle d'une centaine de rhumes jusqu'à maturité de l'enfant. Ce qui équivaut à environ 12 rhumes par an jusqu'à la maturité du système adaptatif. Donc le rhume est tout à fait normal et j'aime bien ce que dit ce médecin psychiatre, c'est que la maladie est l'effort que la nature fait pour guérir. Je répète, c'est la maladie est l'effort que fait la nature pour guérir. Donc, c'est tout à fait physiologique. Le corps est fait pour ça. Il doit se défendre. C'est impératif. C'est sa façon d'être en bonne santé, c'est de se défendre. La maladie n'est pas le problème. En revanche, le problème, c'est la répétition. La répétition, et je dirais même la dégénération dans la répétition. Puisque finalement, on a tout ce qui est ce qui dégénère après la rhinopharyngite. Alors, on a les otites, les bronchites, les angines, les gastroentérites, les trachéites. Enfin, je vous en prie, dites-moi si vous avez des choses qui vous embêtent en systématique. C'est ça, en fait, la problématique. C'est quand le rhume dégénère et que ça finit en grosse fièvre et qu'on finit par potentiellement prendre les antibiotiques. C'est ça que, une belle otite, c'est ça le problème. Et c'est là que la naturopathie entre dans votre vie pour rétablir finalement tous les piliers de la santé, des choses très simples, mais que le corps a besoin pour que le système immunitaire ne soit pas débordé et puisse convenablement répondre à ces virus. Ok. Je sais que les otites sont un gros problème puisque souvent on y répond par antibiothérapie et on sait aujourd'hui qu'une antibiothérapie à répétition est un problème sur le long terme pour tout l'équilibre intestinal et du coup l'équilibre en entier.
Les gastro. Voilà, en fait, on vient taper sur la faiblesse de l'enfant et tous les enfants ont des faiblesses différentes. Donc les gastro, très souvent, ça arrive, hein, c'est généralement très fort, ça explose et puis finalement ça rentre dans l'ordre très vite. Mais voilà, il y a des enfants, c'est le foie qui répond tout de suite. Alors, pour faire le lien entre système immunitaire et alimentation, il était important que je vous fasse le lien entre système immunitaire et système digestif. Mais je voulais faire cet aparté en disant qu'encore une fois, l'alimentation n'est qu'un pilier. C'est un pilier, c'est très important, mais c'est qu'un pilier et que en naturopathie, on rappelle qu'il faut toute une hygiène de vie. Donc, on prend en compte le sommeil, la gestion des émotions et du stress, c'est très important. C'est quelque chose qui est très inflammatoire, en fait. Hein, ça fait partie de la vie, mais c'est très inflammatoire. Et donc, nous, on n'a de cesse que de faire baisser cette inflammation. Et enfin, l'activité physique et la respiration. Et c'est pour ça que, quand je vois ce qui vous est préparé comme programme par la suite, eh bien, j'en suis tout à fait heureuse pour vous parce que c'est vraiment les piliers pour qu'un système immunitaire soit en bon fonctionnement. Voilà, donc je lis un peu ce que vous me dites aussi. Bien sûr, mais les émotions sont à prendre en compte, effectivement. Nous sommes un tout, nous ne sommes pas des parties de quelque chose, on est un tout. Et donc le système digestif, pour vous le faire en très bref et très concret, c'est un long tuyau qui part de la bouche et qui va à l'anus. Point. Mais du coup, quand on parle de l'alimentation, donc l'alimentation, elle fait tout ce trajet-là. La problématique, c'est que s'il y a un problème à n'importe quelle étape de ce système, eh bien, on va avoir des problèmes à assimiler ce que l'alimentation est censée nous apporter. Et il est très courant qu'on ait du mal à estimer où le problème se trouve. Ça, c'est le rôle de l'enquêteur naturopathe qui vient essayer de comprendre, en fait, quelle est la cause de la cause. Et donc, il est évident que si il y a des problèmes à ces différents niveaux, on va avoir un problème sur le système immunitaire, une répercussion. Il n'est pas rare que les enfants aient des RGO, des troubles gastro-œsophagiens, des palais creux, hein, les enfants qui sucent leur bouche, qui ont toujours besoin de la sucette, etc. Eh bien, faut aller voir ce qu'il y a vraiment parce qu'il y a toujours une problématique derrière et donc du coup un enfant qui a des problèmes à ce niveau-là peut avoir des problèmes tout simplement avec les différents aliments, des troubles de l'oralité alimentaire qui peuvent créer toute une suite d'enchaînements, c'est très logique. Les remontées acides, les problèmes dentaires, les troubles du transit. Voilà, un enfant qui ronfle, il faut aller investiguer. On ne doit pas entendre un enfant respirer en ouvrant la porte de la chambre. On doit être obligé d'aller s'approcher de lui pour être sûr qu'il respire. Donc ça, c'est un de mes premiers conseils. Allez checker ça avec un ORL, un kiné, un orthodontiste. Il est très important de prendre le problème à la base. Voilà. Ensuite, voilà pourquoi je vous fais le rapport. Le siège du système immunitaire et le système digestif. Ce sont dans les intestins que le système immunitaire se trouve en très grande majorité. Donc voilà. Et pourquoi je vous fais le lien? C'est parce que dans l'alimentation, quand l'alimentation est trop inflammatoire, qu'elle ne correspond pas à l'enfant, et la problématique, c'est de trouver ce qui convient à l'enfant, ou aux parents, c'est valable pour vous aussi. Quand on ne fait pas le lien avec l'alimentation qui perturbe le système digestif, eh bien, on vient encore une fois, en inflammation. Pourquoi? Comment ça se passe? L'intestin, c'est une seule couche de cellules les unes à côté des autres. Et ces cellules, elles sont mises les unes à côté des autres par des jonctions serrées. Il se trouve que si nous avons une alimentation qui est pro-inflammatoire pour nous, et encore une fois,
on n'est pas tous égaux, on est tous différents, mais on connaît quand même quelques protéines qui sont pro-inflammatoires, qui sont quand même assez connues pour être pro-inflammatoires, mais c'est pas le cas pour tout le monde encore. Je pense aux protéines du gluten et aux protéines de lait. Eh bien, si par exemple ça ne convient pas à nous, à notre enfant, les protéines en fait viennent continuellement au cours de la journée, puisque je vous rappelle qu'un enfant a 4 repas par jour. Eh bien, ces protéines viennent agresser ces cellules, ces jonctions serrées. Ces jonctions serrées finissent par être de moins en moins serrées, ce qui ouvre la porte à ces grosses molécules qui devraient être divisées, découpées en toutes petites molécules, et bien par passer par ces jonctions serrées, donc à passer la paroi intestinale et se retrouver dans le système, donc le système sanguin. Et là, très intelligemment, le corps dit « vous n'avez rien à faire là, donc vous allez sortir ». Et la façon dont a le corps, le système immunitaire pour combattre ces protéines énormes qui n'ont rien à faire là, eh bien, c'est le feu. Tout simplement, vous connaissez ce système puisque quand vous mettez une écharpe dans le doigt, votre doigt devient rouge, vous fait mal, enfle. Eh bien, c'est ça l'inflammation. Sauf que là, cette inflammation, elle se trouve dans nos intestins. Et donc, c'est très vicieux puisqu'on ne le voit pas. Mais pendant que l'inflammation a lieu dans les intestins et qu'on a un petit virus du Covid qui traîne, ou qu'on a des champignons tels que les molluscum à la crèche ou à l'école, eh bien, on a ce système immunitaire qui est déjà débordé par cette inflammation qu'il doit combattre dans nos intestins. Ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, l'inflammation silencieuse de bas grade. Et donc, c'est ça, généralement, qui a à combattre. C'est pour ça que l'alimentation, on doit savoir ce qui est important pour nous d'apporter, mais aussi ce qui est important pour nous d'enlever. Et peut-être que je vous parlerai plus tard de comment aussi on peut le savoir. Donc, le système dépassé, c'est pour ça que j'aime bien rappeler que le microbe n'est rien et que le terrain est tout. Si on est inflammé, le microbe va pouvoir nous embêter. Alors que si notre système est plutôt bien, le système immunitaire va faire son travail de combattre ce microbe et tout va rentrer rapidement dans l'ordre. Il y a un petit rhume, il y a un petit truc où en fait, le molluscum, il va pas se développer sur l'enfant. Voilà, donc typiquement, molluscum, c'est un système immunitaire qui est en difficulté. Les cystites à répétition également. Voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais c'est le système qui est en panique. Et donc maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est quelles sont les solutions dans l'assiette. Donc, je garde les petites questions pour la fin. L'assiette idéale, donc ni excès ni carence, ce visuel vous le connaissez à peu près. Donc on a les protéines, les fibres, les légumes, les fruits, mais le grand absent, je trouve, ici, ce sont les lipides. On va voir à quel point ils sont importants. En gros, les protéines, ce qu'il faut faire attention dans l'assiette, c'est attention aux carences en protéines, parce que la protéine a beaucoup de rôles à jouer dans le corps, et tout simplement, les anticorps, donc ceux qui se battent contre les agresseurs, sont faits de protéines. Ce sont des protéines. Donc, un exemple parmi tant d'autres, les protéines sont hyper importantes. Et ça, c'est ce qu'on voit le plus. C'est des carences en protéines. On a aussi le manque de fer qui peut expliquer un manque de protéines. Donc, des enfants qui sont un petit peu palos,
qui sont pas très vifs, qui tombent souvent malades, eh bien, on peut se poser la question, a-t-il assez de protéines dans son assiette? Et petit tips, voilà, en passant, pour des suspicions de manque de fer, eh bien, il est important de donner, par exemple, des portions de produits laitiers en dehors de la prise de protéines. Typiquement, les produits laitiers ont tendance à baisser l'absorption du fer. Ensuite, je passe un peu trop vite. Oui, et le manque de protéines peut avoir une influence sur la B12. Généralement, les parents d'enfants véganes, végétariens savent qu'il est obligatoire en fait d'apporter de la B12, de préférence méthylée, mais une carence en B12, elle peut aussi entraîner de l'anémie et aussi des neuropathies, donc des douleurs comme donc les neuropathies, les problèmes liés avec l'axe intestin-cerveau. Et donc, on peut avoir des vertiges, des irritabilités, des troubles de l'humeur, des problèmes de mémoire, des difficultés motrices. Eh bien, tout ça, ça peut exister face à un manque de protéines. Ensuite, pour les viandes, pour vous donner des indications assez claires, la viande rouge, c'est pas plus de 2 repas par semaine max. On rappelle que la viande, elle doit être cuite jusqu'à 5 ans. Ça, c'est directive du PNNS. Il parle même de l'augmenter jusqu'à 10 ans. On pourrait rentrer dans les détails, mais voilà, respectez ces choses-là. Si vous avez fait manger 3 fois de la viande rouge à votre enfant dans la semaine, c'est pas non plus la fin du monde. Seulement, c'est pour donner des indications à des parents qui pourraient être un peu perdus. Voilà. Et donc, je rappelle au passage que la charcuterie, en dehors, par exemple, du pâté ou de certains pâtés ou du jambon blanc, la charcuterie non cuite, le saucisson, ce n'est pas cuit. Donc, ce n'est pas à donner à des enfants de moins de 5 ans. Et si on peut faire attention au label avec la viande, c'est bien. Parce que selon ce que l'animal mange et la façon dont il est traité, on aura un impact sur ce que cette nourriture, en fait, que vraiment elle va nourrir le corps et ce que ça va nous apporter. Un animal qui va manger de l'herbe et tout ce qu'il y a dans l'herbe, avec les bons oméga 3, les vitamines, les minéraux, ce n'est pas la même chose qu'un animal qui va manger du soja. Et donc, je vous conseille de vous renseigner sur les labels, parce que, par exemple, quand on prend juste le label rouge, ce ne sont pas les mêmes engagements entre le label rouge du porc et le label rouge du bœuf. Donc, si ça vous intéresse, allez regarder. C'est simple à aller lire, mais il faut le faire une fois. Voilà. Ensuite, on a les produits laitiers. Donc, les produits laitiers, là, on a plutôt le problème inverse. C'est plutôt dans l'excès. Et donc, pour vous donner une idée, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, c'est 500 ml par jour maximum qui sont conseillés. Donc, 500 ml par jour. Donc là, je laisse calculer déjà les parents qui donnent encore des bibes à leurs enfants, se dire, attends, mais moi je donne un bibi de 250 le matin, de 200 le soir, on est déjà limite. Ben oui, voilà. Donc c'est pour vous donner une idée. Et comme je vous disais, du coup, ça peut avoir une influence sur l'absorption du fer pour votre enfant, et le fer est souvent une carence chez l'enfant, encore une fois. Donc pour vous donner une idée d'équivalence, 150 ml de lait, ça équivaut à un yaourt, ou 2 petits Suisses, ou un pot individuel de fromage blanc, ou 15 grammes de fromage type gruyère, ou 30 grammes de fromage type camembert. Donc, vous voyez que si à la cantine, il a mangé son yaourt, que le matin, que le soir, on lui donne une portion de fromage, qu'à 4 heures, on lui donne un petit Suisse, et qu'on rajoute un bibi le matin et le soir, eh bien, on arrive facilement à dépasser ces 500
millilitres par jour. Je ne parle pas des femmes qui allaitent, puisque là, c'est à la demande. L'enfant prend ce qu'il a besoin. Ensuite, poissons et crustacés, là on est toujours dans les protéines, et donc les poissons et crustacés, ils sont bons parce qu'on va y chercher de l'iode et des oméga 3. Et donc, on préfère pour les poissons, les petits poissons gras, alors je cite maquereaux, sardines, anchois, harengs, qui sont au début de la chaîne alimentaire du poisson et qui finalement gardent le moins de métaux lourds, puisqu'on sait, je ne sais pas si vous avez vu le scandale là, des thons en boîte, mais en gros, plus le poisson est gros, plus il est au bout de la chaîne, donc on pense beaucoup au thon et au saumon, et bien plus il contient des métaux lourds tels que le mercure. Donc plus ils sont petits, et moins on a ces métaux lourds. Et donc petits poissons gras, parce que eux conservent très bien les oméga 3 qu'on peut récupérer. Donc voilà, et donc garder le saumon et le thon une fois par mois maximum. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille, que ce soit aux femmes enceintes ou aux enfants. À tout le monde en fait. Je rappelle juste que les crevettes cuites au rayon frais, c'est pas avant 5 ans. C'est prescription Vidal. Et les poissons sont riches donc en iode. Je vous rappelle que l'iode est nécessaire au développement du cerveau et de la thyroïde. La thyroïde qui quand même régit le métabolisme. Et donc l'iode est vraiment indispensable et aussi à la femme enceinte, puisque le cerveau de l'enfant commence à se développer dès la grossesse, évidemment. Les dernières protéines dont on parle, les protéines végétales. Les protéines végétales, ce sont les légumineuses et les céréales que l'on peut trouver. Alors, d'ici que la science fasse consensus, moi, je reste sur ce conseil de coupler à chaque repas végétal, de coupler les céréales et les légumineuses, puisqu'en fait, les céréales manquent d'acides aminés essentiels et les légumineuses manquent de d'autres acides aminés essentiels. Et donc, ensemble, on fait les acides aminés essentiels complets. Les acides aminés essentiels, ce sont les acides aminés que le corps ne peut pas produire. Donc, on a besoin de les récupérer absolument dans l'alimentation. Donc, moi, je préconise de les mettre au même repas. C'est tout simplement, on met ces dalles, donc dalles, les lentilles avec le riz, pois chiches et semoule. Ça, c'est légumineuses et céréales. Et donc, du coup, ça nous fait des protéines complètes. Il est important aussi de noter que les protéines végétales sont moins bien absorbées. Généralement, les parents d'enfants véganes ou végétariens se renseignent largement sur la question, mais je préfère le rappeler, les protéines végétales, il est important de se faire accompagner quand on est passé à un de ces régimes. Passons aux lipides. Donc, je vous le disais, on en parle souvent comme une sous-famille, alors que pas du tout. C'est un apport très important. On en a très mal parlé. On leur a fait longtemps la guerre. On parle de fat bashing. Donc c'était toute cette période où on a fait du light. On a remplacé le gras des aliments qui contenaient naturellement du gras par de l'eau, du sucre et des petits agents qui liaient tout ça. Et on a fait exploser l'obésité et le diabète. Le gras est ultra important et si j'ai des indications pour vous aider à choisir, moi l'huile, je vous conseillerais de la choisir bio et de première pression à froid. En cuisson, on garde l'huile d'olive, le ghee, l'huile de coco, que des huiles en fait qui résistent à la chaleur. Je rappelle que si une huile fume, quand on la chauffe, on la jette, c'est qu'elle devient complètement toxique pour nous. Il est important de mettre à la fois sur votre assiette et sur celle de vos enfants au moins une cuillère à soupe et demie d'huile d'olive
sur votre assiette. 1,5 cuillère d'huile crue, non chauffée, sur votre assiette. Voilà. Je vous laisse répondre, selon vous, est-ce qu'il est meilleur d'avoir du gras végétal ou plutôt du gras animal? Pour ce qui est du gras animal, eh bien, ce qu'on n'aime pas dans le gras animal, c'est les acides gras saturés. On les aime pas trop parce qu'ils ont tendance à faire monter le mauvais cholestérol et donc à faire le lit des problèmes cardiovasculaires. Généralement, dans vos familles, si vous avez des parents, des grands-parents qui ont des problèmes cardiovasculaires vous-même, vous savez que on fait la chasse au lait, au fromage, au beurre, à la viande, aux charcuteries, à cause de ce gras saturé. Alors, en revanche, le gras saturé, on peut aussi le trouver dans le règne animal, dans les noix de coco, dans l'huile de coco et dans l'huile de palme. Et là, je vous parle par exemple d'un test que je fais chez certains de mes clients, qui est le test ApoE, qui est un test de polymorphisme génétique qui montre par A plus B en fait de quel ApoE on est. Et typiquement, les gens qui ont un ApoE 4, les personnes qui ont un ApoE 4 sont prédisposées aux maladies neurodégénératives, donc Parkinson, Alzheimer, et eux, vraiment, on essaye d'enlever un maximum d'acides gras saturés parce qu'ils le métabolisent mal et que du coup, ça crée des problèmes chez eux. Donc, on va tendre vers une alimentation beaucoup plus végétale. Alors qu'un ApoE 2, par exemple, eh bien, lui, il va pouvoir tolérer bien plus de produits animaux et il a besoin de beaucoup de gras parce que c'est avec le gras qu'il va faire son énergie, alors que lui gère très très mal les glucides, par exemple. Donc voilà pour une des réponses sur qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Le polymorphisme génétique ApoE est une réponse. Et j'ai envie de dire, le poisson, par exemple, et le jaune d'œuf coulant, eux, sont des acides gras polyinsaturés. Et donc, du coup, ils font partie des acides gras qu'on va aller rechercher, qui sont connus être bons pour la santé pour tout type de personnes. Voilà. Du coup, on passe au gras végétal. Donc, dans le végétal, donc c'est vrai qu'on fait l'apologie du végétal, on trouve beaucoup de choses dans le végétal et on a plein d'huiles. On a colza, pépins de raisin, noix, olive, avocat, tournesol, lin, cameline, j'en passe et des meilleurs. On a beaucoup de bons gras. C'est reconnu comme être des bonnes sources d'oméga 3. Elles ne sont pas toutes aussi riches en oméga 3. Oui, mais le problème de ces acides gras polyinsaturés, c'est que ils sont insaturés et donc par définition instables. Et donc, quand on fait ces études-là, comme les miennes, et quand on a des enfants et qu'on veut aider aussi tout type de personnes, on fait très attention finalement à aller toujours se renseigner, toujours aller plus loin. Et ce que je découvre aussi, c'est que finalement, ces huiles, beaucoup d'entre elles issues de graines, eh bien ces graines, lorsqu'on les travaille, eh bien elles n'ont pas naturellement les polyphénols, les antioxydants pour protéger leurs oméga 3. Vous voyez, dans les poissons, les oméga 3 sont protégés par la chair du poisson, le gras enfermé. Sauf que dans ces graines, eh bien quand on les broie, il n'y a plus les polyphénols nécessaires. Donc, ça peut être problématique puisqu'on ne sait pas en fait dès la fabrication si ce qu'il y a dans notre bouteille est avec ou sans antioxydants.
oxydants. Et donc, du coup, c'est un petit peu touchy. Donc, pour moi, je garde les huiles qui sont celles de fruits, comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat, qui, naturellement, comme ce sont des fruits, contiennent les polyphénols nécessaires à la protection de ces huiles et donc de ces oméga 3 et ne sont pas délétères, puisque le problème, c'est pas d'avoir une perte d'oméga 3, le problème, c'est d'avoir une huile oxydée et donc toxique. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, on est d'accord, beaucoup d'entre vous ont répondu les deux, effectivement. Ce sont les deux. C'est un équilibre et on va aller voir selon les personnes aussi ce qui va mieux convenir. Mais en règle générale, nous avons besoin de tout pour être à l'équilibre. Voilà. Donc vous avez de tout chez vous. Je voulais faire un focus sur les oméga 3. Parce que les oméga 3, c'est tellement le nerf de la guerre. Nos cellules sont entourées de phospholipides, sont entourées d'huile. Si nous n'avons pas assez de bons oméga 3, les cellules s'abîment au fur et à mesure du temps et n'arrivent plus à faire les échanges cellulaires dont elles ont besoin de faire. C'est grâce à nos cellules qu'on a de l'énergie, qu'on respire, qu'on bouge. Au fur et à mesure, c'est normal qu'elles se dégradent. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est vieux bien plus vite. On est malade, on est en mauvaise santé bien plus vite qu'auparavant. Ces cellules, il faut les préserver. Les oméga 3 sont des anti-inflammatoires naturels. Si le problème aujourd'hui, je veux dire, c'est vraiment l'inflammation. C'est quelque chose que je vois tous les jours. Donc, je vous disais, le système immunitaire, pour combattre les problèmes, met le feu. C'est son moyen de combattre l'ennemi. Et donc, pour ça, il utilise les oméga 6. Les oméga 6 sont pro-inflammatoires, ils viennent un peu tabasser l'ennemi. Oui, mais une fois qu'on a fait le travail, il faut revenir à un état d'équilibre. Et pour ça, on a besoin de tout ce qu'apportent les oméga 3, qui sont anti-inflammatoires, pour revenir à l'équilibre. Oui, mais on voit aujourd'hui qu'en France, alors dans le monde, moi je travaille avec un laboratoire suédois qui a fait plus d'1 500 000 tests. Et les résultats en France sont de 1 oméga 3 pour 14 oméga 6. L'OMS dit, pour être en santé, la norme de santé, c'est 1 oméga 3 pour 3 oméga 6. Vous voyez le delta en France, en moyenne, pour les gens qui ont voulu se faire tester. Donc, moi, c'est général. Dès que je vois qu'il y a une problématique d'inflammation, on fait le test des acides gras et on commence à pratiquer le protocole anti-inflammatoire, même avant la première consultation. Donc voilà, je voulais vous donner une liste non exhaustive de ce que permettent les oméga 3, la bonne santé cardiovasculaire, le bon échange cellulaire, le bon développement du cerveau, de la vision, de la santé intestinale, de la santé de la peau. Et donc, il vise à réduire toutes les inflammations. Et quand on pense à problèmes inflammatoires, on peut penser aux articulations, que ce soit vos problèmes d'articulation à vous, parents, mais aussi à la croissance de l'enfant, qui crée de l'inflammation articulaire, des problèmes musculaires, des problèmes de règles douloureuses chez les très jeunes filles, mais chez vous aussi, maman. Peut combattre donc l'inflammation due à l'endométriose, à l'acné, la prise de poids ou la résistance à la perte de poids. Tout ça, il est important de venir apporter des oméga 3 en bonne quantité, bien stabilisés, en même haute quantité. Voilà, ça c'est, si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment celui-ci. On passe aux glucides. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur les glucides. C'est maintenant, les glucides, c'est un peu tout ça. On a un peu une belle image. C'est l'utilisation. Le corps préfère en particulier prendre les glucides pour créer de l'énergie. Donc vos enfants, vous savez qu'ils dépensent beaucoup d'énergie et donc ils ont besoin des glucides. Alors les glucides, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes les céréales comme le blé, et donc le pain, la viennoiserie, les pâtes, les biscuits, à partir de blé donc,
et aussi le riz, le maïs, l'orge, le seigle, l'avoine, et aussi les pseudo-céréales que sont le quinoa, le sarrasin. Tout ça, ce sont des glucides. Les glucides sont aussi les fruits. Les fruits sont des glucides. Les légumes, ceux particulièrement, donc les légumes contiennent des glucides, et ceux qui sont sous la terre, les légumes racines, sont particulièrement glucidiques. Et enfin, les légumineuses, pois chiches, lentilles, sont les glucides. Les produits laitiers contiennent des glucides, et donc je vous rappelle que c'est 25 grammes de glucides par jour qu'il est conseillé par l'OMS, et que la moyenne est plutôt de 100 grammes aujourd'hui de consommation par personne, et qu'en France, nos enfants de 8 ans ont déjà consommé plus de glucides que leurs grands-parents en toute une vie. Donc je vais essayer d'accélérer un peu pour avoir un temps avec vous. Là, je vous ai mis un truc important. Ça, c'est le camembert de l'énergie, ok ? Donc, on voit que que chacun prend un tiers. Donc, la vitalité, c'est quoi ? C'est ce que notre corps dépense pour parler, réfléchir, respirer. La digestion, donc le corps, ce qu'il dépense pour digérer. Et l'immunité, le corps, ce qu'il dépense pour se défendre contre les agents pathogènes. Qu'est-ce qui se passe quand on est malade ? On veut essayer d'obtenir plus de capacité à se défendre. Donc on peut jouer un tout petit peu sur la vitalité, en se mettant au repos par exemple, mais le plus qu'on peut aller grignoter finalement, c'est la digestion. C'est pour ça que très naturellement nos enfants le font. Quand ils sont malades, ils ne mangent pas. Et ça, il faut savoir les écouter, parce que c'est tout à fait physiologique. Sauf que dans notre société, la digestion prend énormément de place. Pourquoi ? Parce qu'on mange, parce qu'on grignote tout au long de la journée, et qu'en bonne maman, on a envie de dire « Si mon enfant mange, tu vas prendre des forces ». C'est complètement antiphysiologique. Il faut écouter votre enfant quand il vous dit « j'ai pas faim ». En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est avoir toujours dans le congèle une portion de bouillon d'os, parce qu'il pourra apporter vitamines, minéraux et réchauffer le corps sans engager la digestion. Donc ça, c'est un truc ancestral, j'ai envie de dire. Je voulais parler du petit-déj à la française, qui est une hérésie. Pourquoi ? Parce que ce n'est que du sucre. Les fruits, le bon vieux jus de fruits, les viennoiseries, les tartines pain beurre confiture, les céréales, même enrichies au blé complet, c'est du sucre. Alors que, qu'est-ce qui fait en fait les problématiques ? C'est que en apportant tout ce sucre, vous voyez, ça fait un pic de glycémie. Et 1h30 à 2 heures après, il y a l'insuline qui arrive et qui fait un pic dans l'autre sens pour faire rentrer ce sucre dans les cellules, parce qu'il y en a trop en fait dans la circulation. Donc on veut absolument le faire rentrer dans les cellules. Et quand on est au plus bas là, qu'est-ce qui se passe ? On a une perte de concentration, on a une irritabilité, on a une envie de grignoter. Vous, parents, vous allez prendre quelque chose à la machine à café. On a pour certains des nausées, certains font des malaises. Voilà. Et là, du coup, on se remet une petite dose de sucre. Un petit quelque chose, là, on passe par le bureau de Jacqueline qui a amené des spéculoos, et c'est reparti. Et vos enfants, c'est pareil, parce que vous avez glissé quand même une petite barre de céréales dans le sac pour son goûter de 10 heures. Et voilà, et on enchaîne sur le repas de midi, et on fait des allées et venues comme ça pendant des heures. Et donc ça fait le lit du diabète, clairement. Alors que ce qu'on voit ici, c'est qu'avec un petit déj avocado toast, on n'a pas du tout ce pic et tout ce bouleversement en fait à chaque fois dans notre journée. Donc, si on comprend bien, l'important d'un petit-déj, c'est qu'il soit gras et protéiné. L'important d'un petit-déj, c'est qu'il vienne apporter ce qu'il y a de nécessaire aux neuromédiateurs qui nous servent
à l'énergie tout au long de la journée, à maintenir la motivation, la concentration, la régulation de l'humeur, de l'anxiété et du sommeil. Ce qu'on mange le matin a une influence sur le sommeil. Et je pense que certains d'entre vous sont en galère avec leur propre sommeil et ceux de leurs enfants. Donc, pour bien fonctionner, ces petits déj. Je vous donne 3 idées comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou si ça vous dégoûte, mais voilà, on a l'œuf à la coque. Plus le jaune est coulant, mieux c'est, je rappelle. Tartine pain beurre, un fruit. Ici, tartine de houmous, tapenade, un fruit également. Et puis, pour ceux qui ont plus de problèmes avec le salé, eh bien, on peut faire un pudding de chia avec quelques fruits et des oléagineux pour apporter de bons gras. Voilà, et tout simplement, ça peut être les restes de la veille au petit déjeuner. Je suis sûre certains d'entre vous font la grimace, mais je vous assure que ce sont les parents les plus résistants, mais les enfants s'y font très bien et vous remercient. Ce sera toujours mieux d'apporter des lasagnes de la veille au petit-déj, parce que les glucides des pâtes vont être tamponnés par les protéines et le gras de la viande, de la béchamel, du fromage, etc. Voilà. J'accélère un peu pour avoir un petit temps d'échange avec vous. Le goûter idéal, eh bien, j'ai toujours l'habitude de dire, le goûter, c'est un peu avoir comme un trampoline vers le dîner, pour éviter la baisse d'énergie et apporter tout ce dont un enfant a besoin dans la journée, puisqu'il dépense beaucoup d'énergie. Mais voilà pourquoi je vous dis ça. Là, c'est une idée de l'heure du coucher d'un enfant par rapport à son âge. Vous voyez là, il y a l'âge ici. Et par rapport à l'heure à laquelle il doit se réveiller. Et donc, si mon enfant a 7 ans et que je le réveille à 7 heures, eh bien, je dois le coucher à 20h15. Ce qui donne une indication sur vers quelle heure il devrait dîner dans l'idéal. Ça, c'est pas pour vous donner des leçons, c'est juste pour vous donner des idées. Et je repasse au goûter idéal parce que finalement, un goûter, c'est un mini repas. Et je rappelle que les adultes n'ont pas besoin de goûter. Le goûter, c'est du bout des lèvres, comme son nom l'indique. On goûte, ce n'est pas un plat. Et voilà ce que je vous propose. Un fruit entier avec toutes les fibres qui retiennent le sucre et des oléagineux. Une poignée d'oléagineux, peu importe, trempés de préférence pour éviter les antinutriments. Mais aussi, vous pouvez aussi vérifier auprès de votre enfant si c'est un gâteau qu'il veut comme ses copains ou c'est qu'il a vraiment faim. Et dans ce cas, vous pouvez apporter une tartinade, quelle qu'elle soit, avec des petits légumes à dipser, des légumes de saison, à tremper dans un tzatziki, un houmous, une tapenade, un guacamole, en sorte un petit peu l'apéro de l'enfant et vous verrez qu'il va beaucoup plus facilement se réguler qu'avec un petit paquet de petits lus. Voilà pour les autres repas du dîner ou du déjeuner, ce qu'il y a à voir dans l'assiette. On dit que la moitié de l'assiette en légumes, que ce soit cru et cuit, donc en gros depuis l'entrée jusqu'au plat, un quart de l'assiette en protéines, donc je vous rappelle les protéines animales, pas plus de 2 viandes rouges par semaine, au moins 3 poissons gras par semaine, ou des protéines complètes, un quart de l'assiette des féculents, une cuillère à soupe et demie par jour d'huile d'olive. En mangeant, on ne boit que de l'eau, de toute façon, il n'y a que l'eau, n'est-ce pas? Et puis 2 portions max de produits laitiers, 500 ml max de produits laitiers par jour, avec en insistant sur les 3 V, manger vrai, c'est-à-dire transformer le moins possible du vrai légume, de la vraie protéine, quelque chose qui contient tous les vitamines et minéraux pour que votre enfant soit en bonne santé, varié, plus de végétal. On ne vous dit pas d'être végétarien, on dit d'apporter beaucoup de légumes dans l'assiette. Et surtout, pas trop sucré par rapport à ce qu'on a dit. Je vous rappelle que l'alimentation est qu'un pilier et que derrière, il faut aller taper sur le sommeil, sur la gestion des émotions. La gestion des émotions est un inflammatoire plus. Les enfants, quand je fais des tests
sanguin sur les enfants, ils sont plus inflammés que les adultes. Pourquoi? Parce que il y a la croissance qui est inflammatoire, et il y a les émotions, ces tempêtes émotionnelles qui font partie de la vie d'un enfant, sont très inflammatoires. Et oui, c'est un peu dingue de se dire ça, mais c'est vrai. Voilà, il est important. Et la respiration, également, un bon mouchage, un enfant qui s'est mouché très tôt, eh ben c'est important. Ça va être un allié pour maintenir et éviter les dégénérations. Et enfin, il est important de surveiller les carences souvent insoupçonnées en zinc, vitamine C, vitamine D, vitamine A, qui sont vraiment des copains du système immunitaire. Voilà, on va pouvoir passer aux questions-réponses et je vous remets juste comment me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon site et sur Atookid, par qui je suis là, qui présente des ateliers parentalité sur divers sujets. Donc, merci de m'avoir écouté et à vos questions. Merci Tennessee. On a tenu le délai par rapport au webinaire, mais il y a énormément de questions. Merci pour cette intervention. Je vais poser quelques questions. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout voir. Donc déjà, première, une question à laquelle moi je peux répondre. Est-ce que vous pourriez nous envoyer le diaporama? Oui. En fait, à l'issue du webinaire, quand on va le terminer, vous allez recevoir le lien vers le replay et le lien vers le diaporama. Vous recevrez aussi un questionnaire, d'ailleurs, de satisfaction. Alors, pour les questions, il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que l'avocat? Par exemple, l'avocat qui est plutôt coûteux, pas forcément disponible toute l'année. Est-ce qu'il y a un substitut à l'avocat ici? En bon gras, l'olive est très riche en bons gras. Alors, je ne sais pas si on parlait du petit-déj, parce que quand j'ai parlé de l'avocado toast, peut-être. Donc, bien sûr, hein, vous pouvez être respectueux de la nature. Il n'y a pas que l'avocat. L'olive est très riche en bons gras, en protéines. Voilà. Tapenade, olive dans tous les sens, voilà. Quoi d'autre? Là, on parle de gras végétal, hein, mais comme on l'a vu, le gras, c'est général. On a besoin d'apporter lipides et protéines au petit-déj. Donc, d'où le jaune d'œuf est un très bon apport en lipides et protéines. C'est complet. Moi, c'est un peu le petit-déj préféré de mes enfants. Donc, voilà. Je ne veux pas faire trop long les réponses parce que je sais que... Oui. Alors, je reviens à la diapo numéro 43. C'était celle-là. Est-ce que ces conseils sont valables toute l'année? Est-ce que c'est idem s'il fait chaud ou s'il fait froid? Tout à fait. On adaptera la portion, par exemple, de légumes crus et je pense à ça en froid et chaud, de légumes crus et de légumes cuits. Et on peut tout à fait, si on a un enfant un petit peu qui a du mal à rentrer par l'entrée, donc la crudité par le légume cru, on peut très bien commencer par le légume cuit, le réchauffer entre guillemets et intégrer la crudité durant le repas. Autre question sur... alors, comment savoir si mes enfants consomment trop de gluten? Une des choses que moi je peux poser en consultation, c'est est-ce que l'enfant a beaucoup de gaz? Et des gaz, pas forcément odorants, mais des gaz un peu tonitruants. Et donc, c'est une façon de voir qu'il y a un peu une indigestion de céréales. Et donc, ça peut être tout à fait du gluten. Et tout simplement, on estime que finalement, regardez, hein, c'est un peu dingue, hein, mais le gluten est un peu partout. Et donc, on est tous un peu différents, hein, comme on l'a expliqué. Et donc, si on a l'impression que son enfant est plutôt ballonné, le gros ventre après manger, qui a besoin d'ouvrir son pantalon, c'est valable pour nous adultes, hein, il y a de fortes à parier qu'il y a un problème de digestion des céréales et des glucides en règle générale. Et donc, ça va être un enfant qui peut avoir mal sur le côté droit du ventre. Voilà. Après, sinon, il y a des tests. Hein. Il n'y a pas que l'allergie
au gluten qui est la maladie cœliaque, il y a des intolérances au gluten. Et c'est plutôt celle-ci qui nous embête. Parce qu'on a du mal à aller les chercher. Les médecins sont souvent réticents à faire ces tests. Mais on peut les faire, mais à nos frais, avec des labos. Très bien. Je note et je garde l'expression gaz tonitruant. C'est une bonne expression. J'espère que ça marque beaucoup de personnes ici. On continue avec l'impact. Si on consomme trop de produits laitiers, si l'enfant consomme trop de produits laitiers, quel peut être l'impact? Eh bien, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'un emballement du système immunitaire qui fait que les protéines en fait sont en continu en fait dans le corps et ça crée une inflammation. Typiquement, moi pour mes enfants, ça a été très clair. L'une avait, je les allaitais exclusivement, l'une avait de l'eczéma et de l'asthme à 3 semaines de vie. L'autre a déclaré un RGO. Et les deux, j'ai changé tout leur problématique en arrêtant moi-même de consommer des produits laitiers. Donc, quand ils sont tout petits, en fait, ces protéines sont tellement allergisantes, tellement... c'est très souvent que les enfants ont des intolérances à ces produits laitiers. En arrêtant les produits laitiers pendant une semaine, vous voyez déjà la grande différence. S'il y a une grande différence, c'est que votre enfant a des problèmes avec les produits laitiers. Mais généralement, son système immunitaire arrive à aller au-delà de ça. C'est pas le lactose le problème, c'est la protéine. Voilà. Et aussi, les enfants ont très souvent des problèmes de lactose, avec le lactose, mais c'est pareil, ça vient petit à petit, avec le temps, ils vont l'accepter. Mais voilà, un problème avec des produits, des protéines, c'est un enfant en inflammation constante. C'est un enfant qui a la goutte au nez, qui mouche vert, qu'on n'a pas fini de lui donner l'antibio, que le médecin nous dit « Ah, bah, il y a une otite, on va repasser sur de l'augmentin. » Voilà. Voilà ce que ça peut être un enfant qui ne tolère pas les produits laitiers. Et une dernière question, parce qu'on a un petit peu dépassé. Quels sont les conseils alimentaires pour booster l'immunité avant une chimio ou pour diminuer un eczéma? C'est la même personne qui pose ça, une question? C'est la même personne qui pose ça. Alors, avant une chimio, le mieux à faire, c'est de jeûner. Vous verrez la différence avec... alors, je pense que vous me parlez d'un enfant, et c'est valable pour les adultes. Vous verrez la différence, traitement chimio, ceux qui mangent avant une chimio, et ceux qui ne mangent pas, ils vont passer une bien meilleure chimio. Le corps va vouloir sortir en fait tous ces produits chimiques, va vouloir faire passer tout ça, et donc ça va passer par des gros troubles digestifs, et des vomissements, c'est très connu. Et de plus en plus d'oncologues le disent, le prescrivent. Donc, mon meilleur conseil, c'est le jeûne avant la chimio. Et deuxième, c'était pour éviter l'eczéma. Oui, ou diminuer l'eczéma. Diminuer l'eczéma. Alors, l'eczéma, c'est multifactoriel. L'eczéma, c'est un terrain atopique. Donc, c'est un enfant allergique. Souvent, ça vient d'une allergie familiale, dans la plupart des cas. C'est des enfants qui sont surréagissants à l'environnement. Leur système immunitaire en fait de trop. Et donc, il va falloir tout faire pour donner le moins de travail au système immunitaire. Et ça, en naturopathie, moi, je viens aussi réguler les fameux TH1 et TH2. TH2, c'est l'angle allergique. TH1, c'est la maturité face aux virus et aux bactéries. Et bien souvent, en fait, ces enfants ont une hyper TH2, donc les lymphocytes de type 2 qui sont en plus grand nombre. Et donc du coup, avec ce qui fonctionne très bien, c'est la phytothérapie. Avec la phytothérapie, mais aussi avec certains probiotiques et des ajustements alimentaires, on arrive à soit arriver à faire plus maturer les TH1, soit à calmer les TH2 pour finalement que cet enfant arrive plus rapidement à la tolérance. Voilà, c'est des enfants qu'on essaye de faire tolérer.
Très bien. Allez, une petite dernière qui est très technique. Alors, faut-il alcaliniser ou alcaliniser son alimentation pour réduire l'inflammation? Ça participe, effectivement. Donc, on dit que tout ce qui est alcalin, donc tous les légumes, par exemple, sont plus alcalins. Les céréales ont tendance à être plus acides. Les produits laitiers sont acidifiants. Les protéines animales sont acidifiantes. Donc, on dit qu'il est important. Ça, c'est les grands principes naturopathiques. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que moi, je pratique une naturopathie qui est à la fois basée sur tout ce que l'on connaît depuis des années, en fait, qui se base sur les connaissances empiriques, ce qu'on a vu, mais je la croise aussi avec les dernières avancées scientifiques. Et pour moi, il est un peu naïf aujourd'hui de se dire que c'est en alcalinisant qu'on va empêcher l'inflammation, puisque comme moi j'utilise, comme je vous ai dit, les tests génétiques afin de comprendre ce qui va le mieux à la personne, pour vraiment individualiser, pour que ça convienne le mieux à la personne. Et il y a des personnes pour qui les produits animaux ne poseront pas de soucis. En revanche, qui seront hyper embêtés, qui vont aller dans l'inflammation plus, parce qu'ils ont un excès de glucides et qui toléreront très très mal le moins de céréales. Vous enlevez les céréales de leur alimentation, ça leur change la vie. Donc oui pour la alcalinisation, mais finalement, qu'est-ce qu'on choisit dans tout ce qu'on peut apporter d'alcalin, de ce qui va le mieux à son enfant ou soi-même? C'est une enquête. Et je rajoute une dernière question, parce que là on la pose, mais après on va arrêter. Pouvez-vous répéter votre message principal à faire passer? Quel est le message principal en conclusion que vous pourriez passer, Tennessee? Alors, on peut dire que l'alimentation est un pilier, qui est important d'aller chercher l'individualisation, donc de savoir s'écouter, et les enfants sont très bons pour ça, c'est des grands donneurs de leçons. Ils savent, ils vont mettre de côté les choses qui ne leur vont pas. Donc, individualiser son alimentation, et l'alimentation n'est qu'un des piliers du système immunitaire. Vous avez le sommeil, la gestion des émotions, qui sont des énormes piliers. Et enfin, les oméga 3. Vous avez vu, j'ai bien insisté là-dessus. De bons oméga 3, bien stabilisés, en grande quantité et tout au long de la vie, c'est être sûr d'apporter les anti-inflammatoires naturels de l'alimentation pour combattre ces corps qui souvent sont obligés de passer dans l'inflammation pour combattre. J'espère que c'est clair pour vous. C'est très très clair. Voici venu le temps de notre séparation. Donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous de très bons oméga 3 en conclusion. Et à une très prochaine fois, vous n'hésitez pas à poser vos questions, à répondre au questionnaire de satisfaction. Vous allez recevoir le replay juste après. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci à vous. Au revoir.